Enflammée, Isabelle Maréchal est brûlante de chaleur humaine. Isabelle Maréchal. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Qu'est-ce qui vous a marqué dans le discours d'assermentation du président des États-Unis? Évidemment, il y a ce 25% de tarifs d'ici le 1er... en fait, à partir du 1er février, qui pourrait nous tomber dessus. Vous avez compris, on vient de parler à Véronique Proulx de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Ça s'organise au Québec. François Legault qui se veut rassurant. Il y a Justin Trudeau aussi qui va réagir dans quelques minutes. On l'attend en ce moment. Est-ce que ça crée quand même une certaine inquiétude chez vous? Vous me direz, voici notre numéro pour nous joindre, 1-877-827-2346 par texto. Vous pouvez faire le 187 Cube Radio. Il y a Patrick qui m'écrit, c'est complètement ridicule d'avoir des tarifs entre les provinces du Canada. C'est même impensable qu'on en soit là. Guillaume Lavoie est avec nous. Il est membre associé à la chaire Raoul Dandurand. Il est analyste politique. Bonjour Guillaume. Bonjour Isabelle. Merci d'être là. Qu'est-ce que tu retiens de ce discours qui est quand même assez historique parce que quand tu les alignes, que ça soit l'état d'urgence à la frontière sud, déploiement militaire, il continue de vouloir construire son mur entre les États-Unis et le Mexique, des restrictions, beaucoup de restrictions de droits de sol entre autres, mais surtout pour nous, d'un point de vue canadien, québécois, il y a quand même cette question de la gestion de la frontière et bien sûr des tarifs, là. Il y a beaucoup de choses. Commençons peut-être parce que on s'en est parlé hier, que dans l'analyse de tous les discours inauguraux, alors il y a des chefs-d'œuvre rhétoriques, le deuxième de Lincoln, Kennedy, évidemment, le premier de Reagan, mais généralement, les discours inauguraux, c'est quelque chose de solennel et il y a de la hauteur. Au bas de la liste, dans le troisième sous-sol, il y avait celui de Trump en 2017. Et Trump, qui aime battre des records, vient d'en battre un parce que je n'ai jamais lu ou vu un discours inaugural qui, sur la forme, était aussi minable que celui d'hier. Ouais. Ça avait l'air, à certains moments, d'un rallye de Trump. Ça va être gênant de lire ça dans plusieurs années, à côté des autres discours inauguraux. Donc là-dessus, occasion manquée. Encore là, peut-être qu'on faudra s'habituer. Chez Trump, être président ne veut pas dire être présidentiel. Ou être présidentiel tellement bien ne veut dit. plus dire ce que ça voulait dire. Voilà, tu fais bien de le noter. Et puis je me suis dit la même chose. J'avais vraiment l'impression que il y avait même un ton un peu... Il était très calme. Je l'ai trouvé très calme, très affirmé, très Trump. Et en même temps, je me disais, je comprenais pourquoi autant d'Américains et même à l'extérieur, je veux dire, il y a des gens chez nous qui sont très séduits par ce ton, cette façon d'être gros bon sens. D'ailleurs, j'ai beaucoup pensé à Pierre Poilievre parce que déjà, dès lundi, il a utilisé le terme méthode gros bon sens. Bon, ça a l'air que Pierre Poilievre ne veut pas réagir cette semaine, il laisse passer la chose, mais ça va être intéressant dans les années qui viennent entre le Canada et les États-Unis aussi, à la lumière de ce discours d'assermentation d'hier. Oui. Évidemment, les parallèles, la révolution du gros bon sens, moi je me souviens de Mike Harris en Ontario, donc c'est pas nouveau dans la langue anglaise, mais il y a une espèce d'irrévérence, ou plutôt un manque de révérence envers les institutions qui est au cœur de la révolte Trump. Ça, c'est ça. Sur le fond, là, beaucoup moins de surprise. Un soulagement qui a été un bonheur d'occasion, c'est le Canada et les tarifs. C'est-à-dire que le mot Canada n'est pas apparu dans le discours inaugural et là, on se disait, ouf, quand vous avez un président plus imprévisible, c'est peut-être une bonne nouvelle que vous ne soyez pas sur le radar. Et là, on se disait, est-ce qu'il va parler de ces fameux tarifs qu'il avait promis, disons-le, au jour 1? Et finalement, rien. Et qu'en fin de journée, que là, on est un peu retourné dans l'espèce d'hystérie qui nous habite depuis que Trump a dit qu'il allait mettre des tarifs de 25% sur les exportations canadiennes. Pour le reste, pas de surprise, au sens où un président déterminé et pressé, beaucoup plus que dans son premier mandat, avec une approche sans être illégale nécessairement, mais clairement brutale, où on fait pas dans la dentelle, notamment sur l'énergie. Oui. Alors, les décrets présidentiels servent beaucoup souvent à défaire des décrets présidentiels précédents. Biden avait exclu du kilomètre carré de l'exploration et de l'exploitation gazière et pétrolière. Trump dit d'un coup de crayon, moi je remets tout ça. Je veux, et c'est d'une tristesse
infini qui a osé dire ces mots-là dans un discours inaugural. Drill, baby, drill. C'est pas la politique qui est absolument abjecte, c'est d'en faire une... Quand vous êtes rendu, vous citez Sarah Palin dans un discours inaugural, c'est que vous avez rien à dire. T'as tellement raison. Et là, c'est un recul de tout ce qui s'appelle environnement. Toutes les questions environnementales sont reléguées. Là, mais ça, il avait été, reconnaissons, il a été élu pour ça. Alors, d'un autre d'un autre trait de crayon, on sort de l'accord de Paris. Biden, lui, son premier décret présidentiel, c'était on retourne dans l'accord de Paris. Ouais. Alors, vous voyez un peu le jeu, là. Même chose pour les éoliennes en mer, ça, il n'y en aura plus. C'est une obsession que Trump a. Alors ça, on oublie ça. C'est une bonne nouvelle pour le Québec, ça, Isabelle, en passant, parce que le plan d'Hydro-Québec appelle à des achats massifs ou la construction très importante d'éoliennes. Mais vous imaginez que des éoliennes, ils ne s'en construisent pas au coin de toutes les rues, là. On fait des pales dans l'est du Québec, mais le reste, il y a quelques fabricants à l'échelle planétaire et la liste de commandes, elle est très longue. Alors, si un énorme client comme les Américains tombe en bas de la liste, ben ça crée de l'oxygène et des opportunités pour nous et il faudrait pas les manquer. Ouais. Maintenant, sur l'immigration, Isabelle, là, c'est particulier. Là. Pas de surprise, mais clairement d'abord de déclarer que c'est une urgence nationale. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Les mots ont des sens. D'abord, quand il y a eu les inondations terribles en Caroline du Nord, ou les feux en Californie. Typiquement, quand un président déclare quelque chose urgence nationale, ça fait sauter plein de verrous sur la capacité de débourser de l'argent plus rapidement, de contracter avec des entreprises privées plus facilement et surtout d'utiliser ou de mobiliser, par exemple, l'appareil militaire. Ben, en déclarant que, et là-dessus, on est un peu chanceux, il a dit la frontière sud. Oui. Donc, ouf pour nous. La frontière sud est une urgence nationale, donc on pourrait imaginer qu'il puisse, comme ça, utiliser l'armée pour procéder à des expulsions ou la sécurisation de la frontière, finir le mur. Alors ça, c'est des choses qui vont aller de l'avant. L'expulsion des immigrants illégaux aux États-Unis, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est d'abord un problème de ressources. S'ils entraînent 11 millions, prenons un chiffre conservateur, mais 11 millions, ils sont pas tous sur le bord de la frontière en regardant leur montre, là. Ils sont répartis un peu partout sur le territoire. Je vais vous le dire comme ça. Ça prend combien d'autobus jaunes pour déplacer 11 millions de personnes? Ben oui. Non, beaucoup de ressources. Oui, ça va l'occuper. Beaucoup d'argent. Et tu es en train de dire, et oui, en plus, ça va ces gens-là tellement... ont des emplois. Est-ce que tu es en train de dire que ça va tellement occuper Donald Trump et son groupe que, dans le fond, peut-être que ça va être un peu salvateur pour nous? Il y aura moins de temps pour s'occuper de sa frontière nord? Ben là-dessus... c'est peut-être la petite bonne nouvelle qu'il y avait. D'abord, c'est naïf de penser qu'un personnage qui n'a rien d'idéologique ou de principe, qui est purement transactionnel, va laisser aller un rapport de force potentiel avec le Canada. Il faut savoir que chez Trump, s'il y a une constante, depuis maintenant plus de 10 ans, il est obsédé par le déficit commercial. Pour lui, la seule bonne entente, c'est quand des pays étrangers achètent aux États-Unis. Sinon, c'est indécent. C'est un vol. Mais il n'y a peut-être pas un bon chiffre là-dessus, par exemple, Guillaume. Non, mais il le voit comme ça. Et c'est pour ça qu'il a toujours dit qu'il voulait mettre des tarifs gigantesques sur la Chine. Et là, le Canada entre, malgré lui, dans cette espèce de logique-là. Maintenant, il a dit, il faut mettre des tarifs. Là, c'est le soir. Il dit, il faut mettre des tarifs sur le Canada et le Mexique parce qu'il y a des enjeux d'immigration illégale et de fentanyl. Faisons-le, l'examen. Clairement, la gestion avec la frontière avec le Canada est peut-être pas parfaite, mais on est loin d'être un État dépassé complètement par les événements, là. C'est davantage un problème au sud. Alors, faisons l'examen, peut-être que là, on en sortira un peu plus gagnant. Ouais, mais tu vois, il y a le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui est en train de s'adresser justement en point de presse aux Canadiens et de dire qu'il est prêt à travailler avec les États-Unis, sincèrement. On attend qu'ils nous disent quelque chose qu'on ne sait pas, c'est sûr qu'on va travailler avec les États-Unis. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? Travailler avec les États-Unis, c'est d'une évidence crasse, là. Ce qu'il dit, c'est qu'ils ont... Oui, vas-y. Ben, gardons en tête, le président américain, c'est beaucoup. C'est une équation, il est majeur, surtout quand c'est Trump. Mais ce n'est pas les États-Unis. Non, clairement. Les États-Unis, c'est un pays de 300 millions. On se plaint, nous, que les provinces ne parlent pas toujours parfaitement de manière unie. Ouais. Ben, aux États-Unis, vous pensez que ça marche comment? Oui, ce que tu veux dire, c'est qu'on a des ententes avec les États
et pas forcément toujours avec Washington, mais il y a quand même une espèce de... Mais c'est plus que les États. D'abord, le président américain peut décider certaines choses, mais la vaste majorité de ce qui se décide à Washington émerge du Congrès. Première chose. Entre la moitié et le 2 tiers des États, leur premier partenaire commercial, c'est pas la Chine, c'est pas le Mexique, c'est pas l'Europe, c'est le Canada. C'est nous. Parlez au gouverneur du Vermont, puis à la limite, au-delà des gouverneurs, c'est des entreprises. À la limite, c'est des citoyens. Pensez-vous que les gens à New York veulent payer 25% plus cher leur compte d'hydro? Probablement pas. Pensez-vous que Budweiser veut que sa canette coûte plus cher? Achetons des gros billboards, alors, sur Times Square, puis avec des gros messages. Utilisons un... Parce que là, j'entends ça depuis... Là, ça commence à faire une semaine, Guillaume, qu'on dit ça. Notre travail, c'est d'aller rappeler aux Américains qui l'ignorent, que ça va leur coûter cher. Écoute, ils sont durs d'oreille peut-être. Ça fait des années qu'ils devraient le savoir, ça. Alors, s'il faut commencer à faire des leçons d'économie puis de finances personnelles aux Américains, on a déjà nos propres finances personnelles à s'occuper. Je pense qu'il faut y aller un petit peu plus de front, là, tout en étant canadien, c'est-à-dire tout à fait gentil. De ce que je vois, l'effort canadien est vaste, varié et presque un engagement total. Et là, ce n'est pas parce que le Canada appartient pas au gouvernement fédéral, c'est pas juste le gouvernement fédéral, c'est pas seulement, mais bien sûr, les provinces, c'est les entreprises, les syndicats. Communiquer, c'est répéter. Faut pas se surprendre, c'est un continent au sud. Vous savez, il n'est pas normal que le Canada soit le réflexe premier des Américains. Brian Mulroney disait merveilleusement, mon travail à moi, c'est d'essayer de développer chez le président américain que lorsque quelque chose arrive sur son bureau, qu'il se dise comment est-ce que ça va affecter ma relation avec le Canada. Jean Charest dit assez bien, il n'y a personne qui se lève le matin dans le monde pour se dire qu'est-ce que je peux faire pour faire un deal avec le Canada aujourd'hui. On est petit. Alors, il ne faut pas se surprendre que dans notre position, il nous appartient à nous davantage de déployer les efforts pour être sur le radar. Guillaume Lavoie, toujours intéressant. Merci beaucoup, Guillaume. On aura l'occasion de se reparler, bien sûr, au cours des prochains jours. Je vais passer tout de suite la parole à un avocat spécialisé en immigration. Je voulais parler à Maître Maxime Lapointe parce que pour Roxham, qu'est-ce que ça va vouloir dire pour le chemin Roxham quand le président Trump, Maître Lapointe, merci d'être avec nous, quand le président Trump dit le Canada est un abuseur, il laisse passer bien trop d'affaires à sa frontière. On sait que ça fait des années que les Américains estiment que notre frontière est une passoire. Des fois, on n'est pas en désaccord. On a vécu, nous, au Québec, on est bien placé pour le dire, on a vécu des entrées affolantes de gens qui venaient des États-Unis en provenance de toutes sortes de pays, de toutes sortes de façons. C'est un drame humain, Roxham, là. C'est un véritable drame humain, là. On est tous d'accord avec ça. Les règles ont changé. Maître Lapointe, comment vous voyez cette annonce de Trump? Parce qu'il l'a quand même dit, là, il va falloir que il se passe quelque chose à la frontière. Sinon, il met ça là, en balance avec ses fameux tarifs. Pourquoi des tarifs? Parce que notre frontière est une passoire. C'est un peu ça, là. Oui, absolument. C'est un argument pour justifier la hausse des tarifs, mais sur le principe, Donald Trump a quand même raison. Le flux migratoire est à l'avantage du Canada vers les États-Unis. Depuis la fermeture du chemin Roxham en mars 2023, c'est des gens qui entrent au Canada illégalement ou légalement. Des gens qui entrent au Canada, il y avait des Mexicains, beaucoup. Depuis qu'il y a un visa pour les Mexicains, depuis le mois de février 2024, il y a moins de Mexicains. C'est beaucoup des Indiens qui font affaire avec des passeurs et qui entrent aux États-Unis de manière illégale. De janvier à septembre 2024, c'est environ 20 000 personnes. Si on fait une règle de 3 sur une année, c'est environ 30 000 personnes qui auraient traversé la frontière illégalement vers les États-Unis. Donc, c'est pas rien, là. Le Canada a acheté des drones récemment, apparemment, qui pourront peut-être pas les utiliser parce que c'est des drones chinois, mais c'est une situation, sur le principe, essayez de garder les gens chez vous, là, que ce soit le Canada ou les États-Unis, surveillez mieux la frontière parce que là, il y a Donald Trump qui fait des menaces d'hausser les tarifs, entre autres pour ça. Il y a justement Justin Trudeau qui rappelait qu'il avait prévu 1 milliard de dollars pour sécuriser notre frontière. C'est quand même fascinant, quand même, Maxime, que ça prenne des menaces des États-Unis, de Donald Trump, en fait, pour qu'on réagisse, qu'on y mette les moyens, qu'on se dise, non, regarde, on va agir, nous, ici, au Canada. Là. Ça fait des années qu'on dort au gaz.
mon opinion purement personnelle, Ouais. c'est quand on arrive avec un président élu qui sort tout le monde de sa zone de confort, mais ça oblige tout le monde autour à réfléchir. Est-ce qu'on est trop dépendant de notre relation avec les États-Unis au niveau du commerce? Complètement. Est-ce qu'on a négligé la protection de notre frontière dans les dernières années? Ouais. Donc, ça oblige le gouvernement à réfléchir. Et le gouvernement veut, en immigration, là, je ramène ça à l'immigration, le gouvernement veut réformer la loi sur l'immigration pour être capable de révoquer des statuts, exemple de visiteurs, à des Indiens qui auraient essayé d'entrer aux États-Unis illégalement. On veut réformer la loi, mais avec le Parlement totalement dysfonctionnel qu'on a à Ottawa pour les prochains mois, il n'y a rien qui va bouger. Donc là, au niveau de l'immigration, le gouvernement a l'intention de, oui, mettre de l'argent pour sécuriser la frontière, mais aussi d'amender sa propre loi. Mais il ne s'est rien passé au Parlement cet automne, au fédéral, puis cet hiver non plus. Là. Donc, c'est pas gagné, mais ça va nous obliger à changer nos manières de penser. Une des réformes, des décrets qui attirent mon attention, Isabelle, c'est la réforme par rapport au droit de sol. Oui, et il y a beaucoup d'auditeurs qui réagissent là-dessus. Alex, entre autres, m'écrit, moi, ce qui m'a marqué, lui, il dit positivement, il voit ça comme une bonne chose, c'est l'arrêt du droit de sol et du droit d'asile. Bon, faut pas mélanger les deux. Là. Ouais, mais exact. droit de sol, c'est un sujet auquel le Canada va devoir réfléchir aussi parce que on a le même enjeu. Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui est infirmière, dit 7 accouchements sur 10 actuellement, c'est des visiteurs pas de rame-cul là, qui arrivent au Canada à 8 mois et demi de grossesse, qui disent qu'ils venaient visiter un beau-frère puis qu'ils se rendent compte qu'ils avaient mal au ventre. Finalement, il était enceinte. Là. Ouais. Donc, il y a des vidéos sur Internet. Et Maxime, juste pour que les gens comprennent bien, le fait d'accoucher au Canada, et comme aux États-Unis, ben, ça fait de toi un citoyen du pays automatiquement. C'est ce qu'on appelle le droit au sol, le droit de sol, et ça donne ainsi la possibilité à cet enfant de naturaliser ses parents et s'aligner là, par la suite. Donc, c'est un passeport. Oui, non, sur les parents, là, mais en tout cas, on pour peut l'enfant, essayer. oui. Donc là, il y a des vidéos sur Internet qui circulent en disant comment réussir à entrer au Canada pour accoucher. Donc, il va falloir changer la donne. L'immigration Canada, sur son site, dit que sur les 380 000 naissances environ au Canada, c'est peut-être 1% des gens qui accouchent en étant des visiteurs. Mais les statistiques datent de 2018. Je serais curieux de voir les statistiques à jour de 2024. Il y a combien de gens qui entrent dans des stratagèmes. Puis l'Immigration Canada, ce qu'ils disent, c'est que venir accoucher au Canada, tant que tu fais tes frais d'accouchement, c'est pas frauduleux. Ouais. Donc, il y a peut-être des définitions qu'il va falloir mettre à jour parce que le droit est pas à jour au niveau de plusieurs enjeux, là, que ce soit le chemin Roxham, quand on parlait de demandeurs d'asile en attente de traitement. La loi sur l'immigration, elle parle plutôt d'un demandeur d'asile, réfugié reconnu. Là, elle tient pas compte d'un demandeur d'asile pour qui ça prend 3 ans à avoir une audience parce que la commission de statut de réfugié déborde. Là. Donc, ça nous invite à réfléchir. Malheureusement, comme je répète, au Canada, le Parlement est totalement dysfonctionnel. Complètement. Mais merci beaucoup. On aura l'occasion de se reparler, Maxime, parce que l'immigration, c'est un des grands dossiers à la fois au Québec, au Canada et aux États-Unis. Maître Maxime Lapointe, avocat spécialisé en immigration. Pause. On revient tout de suite après.